J'étais sur le point de commencer mon service quand papa a envoyé « Nous avons donné ta chambre à ton cousin. Emballe tes affaires avant vendredi ou elles iront à la poubelle. Tu as 25 ans, arrête d'être un parasite. » Puis maman a dit « Si tu te plains, ne prends plus la peine de revenir à la maison pour les vacances. Nous en avons assez de tes histoires. » Papa a ajouté « Ton cousin paie 9 cents $ par mois. Toi, tu ne paies rien. Dehors. » Ma sœur a dit « N'appelle pas en pleurant. Tu as eu 25 ans de loyer gratuit. » Je suis passé en voiture à 2 heures du matin et j'ai laissé une enveloppe sous leur porte. Mon unique message texte, trop tôt pour célébrer. Maintenant, papa hurle dans le téléphone de mon travail, ta mère pleure. Que as-tu fait? Réponds à ton téléphone. Maintenant. Je m'appelle Fiona Bennett. J'ai 25 ans et j'étais en train de nouer mon tablier de café lorsque mon père m'a effacé de la famille avec 3 messages textes. Nous avons donné ta chambre à ton cousin. Emballe tes affaires avant vendredi ou elles iront à la poubelle. Tu as 25 ans. Arrête d'être un parasite. Avant que je puisse répondre, ma mère a ajouté, si tu te plains, ne prends pas la peine de revenir à la maison pour les vacances. Nous en avons assez de tes histoires. Puis ma jeune sœur s'en est mêlée. N'appelle pas en pleurant. Tu as eu 25 ans de loyer gratuit. Mon père a envoyé un dernier message. Ton cousin paie 9 cents $ par mois. Tu ne paies rien. Dehors. Ce qu'aucun d'eux n'a mentionné, c'est que j'avais passé les 4 années précédentes à payer discrètement les impôts fonciers, à réparer la plomberie et à couvrir une partie de l'hypothèque chaque fois que l'entreprise de mon père était à court d'argent. Ils appelaient ces paiements une aide à la famille, donc mon nom n'est jamais apparu sur un bail. Maintenant, ils prévoyaient de percevoir un loyer de mon cousin tout en jetant mes affaires sur le trottoir. Avez-vous déjà été effacé par les personnes qui ont le plus bénéficié de votre loyauté? J'ai terminé mon service sans répondre. À 2 heures du matin, je me suis rendu à la maison, j'ai glissé une enveloppe scellée sous la porte d'entrée et j'ai envoyé 5 mots. Trop tôt pour célébrer. Au lever du soleil, mon père hurlait dans le téléphone de service du café. Ta mère pleure. Que as-tu fait? Réponds à ton téléphone maintenant. Avant de révéler ce qu'il y avait dans cette enveloppe, et pourquoi ma famille avait soudainement plus besoin de moi que je n'avais jamais eu besoin d'eux, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Je n'ai pas répondu à mon père. J'ai rendu le téléphone de service à mon manager, mis mon portable personnel en silencieux et commencé à faire des cappuccinos comme si ma famille n'avait pas passé la matinée à faire exploser ma messagerie vocale. Les souvenirs sont venus à travers des objets plutôt que des flashbacks ordonnés. Un client a commandé un moka à la cannelle, la même boisson que mon cousin exigeait toujours quand il venait en visite, puis qu'il abandonnait à moitié fini parce que quelqu'un d'autre l'avait payé. Une tasse en céramique fissurée m'a rappelé l'hiver où les tuyaux de notre cuisine ont éclaté et mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre les réparations. J'avais vidé mon fonds d'urgence pour couvrir la facture du plombier. Un homme au comptoir a déplié un avis d'impôt foncier, et je me suis souvenu de l'enveloppe rouge que mon père avait un jour poussée sur la table de la salle à manger en disant « Tu vis ici aussi. Commence à contribuer comme une adulte. » J'avais contribué. Simplement, je n'avais pas été autorisé à appeler cela un loyer parce que le loyer créait des droits, des registres et des questions. Mon père préférait les paiements effectués par virement intitulé le soutien familial. Ma mère tenait une feuille de calcul de chaque dollar qu'il prétendait avoir dépensé pour m'élever, mais n'a curieusement jamais enregistré les 17 000 $ que je leur avais transférés après mes 21 ans. Ma sœur a reçu une voiture pour son diplôme d'études supérieures. Mon cousin a reçu des présentations, des prêts et un poste dans l'entreprise de construction de mon père bien qu'il n'ait aucune qualification. Moi, j'ai reçu des leçons sur la gratitude. L'enfant chéri n'était pas brillant. Il était subventionné. Chaque fois qu'il perdait de l'argent, mes parents appelaient cela de l'ambition. Chaque fois que j'économisais de l'argent, ils appelaient cela de l'égoïsme. L'enveloppe que j'ai laissée sous leur porte contenait des copies de virements bancaires, de paiements d'impôts, de reçus de réparation et un avis formel rédigé par un avocat spécialisé en droit des locataires. J'avais vécu dans cette maison de manière continue, payé des dépenses ménagères récurrentes, y avait reçu du courrier et contribué aux frais de propriété. Que cela plaise ou non à mes parents, ils ne pouvaient pas légalement m'ordonner de partir par message texte et jeter mes affaires. Plus important encore, l'enveloppe contenait quelque chose qu'ils ne savaient pas que je possédais.
Une copie d'un accord de remboursement signé 3 ans plus tôt. Mon père m'avait emprunté 32 000 $ après avoir prétendu que son entreprise s'effondrerait sans cela. Il avait promis de me rembourser à la clôture d'un projet de rénovation commerciale. Le projet avait été clôturé il y a 18 mois. Il n'a jamais payé. Au lieu de cela, il a acheté un camion à mon cousin et a dit à tout le monde que les affaires étaient florissantes. À midi, ma mère a appelé le café 11 fois. Mon père a appelé 7 fois. Ma sœur a envoyé, quelle que soit la cascade que tu as faite, arrange ça. Mon cousin a écrit, ne rends pas les choses bizarres. J'ai déjà acheté des meubles pour ta chambre. Je lui ai finalement répondu, garde les reçus. Sa réponse est arrivée immédiatement. Pourquoi? J'ai regardé l'écran et je me suis demandé ce que vous feriez si la personne qui prenait votre chambre n'avait aucune idée que toute la maison reposait sur de l'argent qui vous avait été volé. Je n'ai pas expliqué. J'avais passé des années à m'expliquer à des gens déterminés à ne pas me comprendre. Cet après-midi-là, Megan Torres est entrée dans le café. Nous avions été amis au lycée, bien que l'âge adulte ait réduit notre amitié à des messages occasionnels et des réactions d'anniversaire. Elle a commandé un thé, m'a regardé rejeter un autre appel et a demandé, « Est-ce que ta famille panique à cause du privilège ?» Mes mains se sont arrêtées de bouger. Je ne lui avais jamais parlé du prêt. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte et a baissé la voix. Ton cousin a raconté aux gens que ton père lui avait transféré une partie de l'entreprise. Reniflement, il a aussi dit qu'il refinançait la maison pour financer un nouveau projet. Soudain, leur empressement à lui faire payer un loyer prenait tout son sens. 900 $ n'était pas l'objectif. Créer une trace écrite montrant des revenus locatifs l'était. Ils avaient besoin que la maison paraisse plus rentable avant de la refinancer. Megan n'était pas venue pour me réconforter. Elle travaillait comme coordinatrice administrative pour le prêteur qui traitait la demande de mes parents. Elle avait reconnu l'adresse et le nom de mon cousin. Je ne devrais pas te dire ça, a-t-elle chuchoté. Mais ton nom apparaît dans les documents justificatifs. Ils avaient listé mes paiements mensuels comme des dons volontaires d'une fille à charge, puis prétendu que mon cousin me remplacerait en tant que locataire payant. Ma famille ne se contentait pas de me mettre à la porte. Ils réécrivaient des années d'histoire financière pour obtenir un prêt. La révélation accidentelle de Megan ne m'a pas poussé dans le feu. Elle m'a montré qui avait déjà versé l'essence. Megan ne pouvait pas me donner de documents confidentiels, et j'ai refusé de lui demander de risquer son emploi. Au lieu de cela, elle m'a dit exactement ce que je devais demander à mon père par écrit. Un décompte complet de mon prêt, la confirmation de la date de remboursement et des copies de tous les états financiers utilisant mes contributions. J'ai envoyé la demande par courrier électronique, avec mon avocat en copie, et j'ai donné 48 heures à mon père pour répondre. 10 minutes plus tard, il a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu parce que je voulais entendre comment il sonnait quand l'intimidation cessait de fonctionner. « Tu as embarrassé ta mère », a-t-il dit. Pas de salutations, pas de questions sur où j'allais vivre. Tu as laissé des menaces légales sous notre porte comme un criminel. J'ai dit, j'ai laissé de la documentation. Il a baissé la voix. Tu nous as donné cet argent. Alors pourquoi as-tu signé un accord de remboursement? Silence. Je pouvais entendre ma mère pleurer en arrière-plan, mais ses pleurs étaient toujours apparus à des moments opportuns. Habituellement, quand quelqu'un défiait mon père. Il a changé de tactique. Nous allions te rembourser après le refinancement. C'était le premier aveu. J'ai demandé, pourquoi mon nom est-il dans la demande? Un autre silence. Puis il a dit, tu ne comprends rien aux affaires. Cette phrase avait été utilisée contre moi depuis mon adolescence. Je ne comprenais rien aux affaires quand je l'ai averti de ne pas garantir le prêt du camion de mon cousin. Je ne comprenais rien aux affaires quand je demandais pourquoi son entreprise payait des cartes de crédit personnelles. Je ne comprenais rien aux affaires quand je demandais pourquoi il avait besoin de liquidités malgré des bénéfices records annoncés. Et pourtant, la fille qui ne comprenait rien était censée le sauver à plusieurs reprises. Envoie les documents, ai-je dit, ou mon avocat les demandera. Il a crié que les avocats détruisaient les familles. J'ai répondu, non, la fraude le fait. Puis j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, Megan m'a demandé de la retrouver dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24. Elle est arrivée pâle et nerveuse.
Mon cousin l'avait contacté sur les réseaux sociaux et lui avait demandé si le prêteur avait signalé quelque chose de bizarre. Il s'était également vanté qu'une fois le refinancement conclu, il deviendrait directeur des opérations dans l'entreprise de mon père. Megan m'a montré le message sans rien révéler de confidentiel. C'était suffisant pour établir qu'il était au courant de la demande. Puis elle m'a dit quelque chose de pire. Des mois plus tôt, il avait postulé pour un poste de designer junior dans la même entreprise où j'avais autrefois rêvé de travailler. Reniflement, il avait été rejeté après avoir présenté un portfolio de travaux qui ne lui appartenait pas. Un des projets ressemblait presque à une proposition de réaménagement communautaire que j'avais créé lors d'un cours de certification en ligne. J'ai ouvert mon stockage en nuage et j'ai trouvé les fichiers originaux, les eurodatages, les brouillons et les commentaires de l'instructeur. Mon cousin avait volé mon travail sur l'ordinateur familial. Mes parents s'étaient toujours moqués de mes cours de design, les qualifiant de passe-temps coûteux. Pourtant, ils avaient permis à leur garçon préféré d'utiliser mon travail pour viser un titre professionnel. J'aurais pu le dénoncer immédiatement, mais la colère sans le bon timing n'est que du bruit. J'avais besoin de stabilité avant la confrontation. Au cours de la semaine suivante, j'ai travaillé les services du matin, dormi 4 heures par nuit, mis à jour mon portfolio et contacté toutes les relations professionnelles que j'avais évitées parce que ma famille m'avait appris à m'attendre au rejet. L'entreprise de design avait un poste vacant de coordinateur de projet avec une expérience en planification visuelle. J'ai soumis mon travail avec les fichiers de processus complets prouvant la paternité. 2 jours plus tard, ils m'ont invité à un entretien. La nuit précédant la réunion, ma mère a envoyé une photo de sacs poubelles empilés à côté du garage. Vendredi, c'est demain, a-t-elle écrit. Ton père est sérieux. Sous le message, ma sœur a ajouté un emoji qui rit. Pendant 10 minutes, je suis resté assise sur le sol de mon appartement à regarder la photo. J'avais loué le petit studio des mois plus tôt parce que les services tardifs au café rendaient les trajets difficiles. Mais la plupart de mes biens importants restaient dans la maison familiale, journaux d'enfance, boîte à couture de ma grand-mère, dossiers scolaires, croquis originaux. Tout ce qu'ils savaient qui comptait pour moi. Une partie de moi voulait abandonner l'entretien, y aller en voiture et sauver chaque objet. C'était le schéma auquel ils s'attendaient. Créer le chaos, forcer Fiona à réagir, puis l'accuser d'être dramatique. J'ai presque obéi. Puis je me suis souvenu de l'accord de remboursement, de l'histoire financière falsifiée et de mon portfolio volé. J'ai appelé une entreprise de déménagement agréée, organisé une assistance policière civile et programmé le ramassage pour 6 heures du matin. Le lendemain matin, mon père a ouvert la porte en peignoir et a exigé que les agents quittent sa propriété. Ils ont expliqué que j'avais établi ma résidence et que j'avais le droit de récupérer mes biens. Mon cousin se tenait derrière lui, me filmant, souriant comme si mon humiliation allait devenir un divertissement. J'ai regardé directement son téléphone et j'ai dit, « Assure-toi de sauvegarder cette vidéo. Tu pourrais en avoir besoin plus tard. » Son sourire a disparu. À 8 heures, mes affaires étaient en sécurité dans un garde-meuble. À 10 heures, j'étais assise en face de 3 recruteurs de l'entreprise de design. L'une d'elles a posé ma proposition de réaménagement communautaire sur la table et a dit « Nous avons déjà vu une version antérieure de ce concept. » Mon estomac s'est noué. Puis elle a continué, d'un autre candidat. Nous l'avons rejeté parce qu'il ne pouvait pas expliquer le processus. Vous le pouvez. Elle m'a demandé si je le connaissais. J'aurais pu le protéger. Ma famille m'avait formé à cacher leurs erreurs avant que les étrangers ne s'en aperçoivent. Au lieu de cela, j'ai répondu « Oui, c'est mon cousin, et il a accédé à ces fichiers sans permission. » J'ai fourni les eurodatages et les brouillons. La recruteuse a fermé le dossier et a dit « Merci d'avoir été direct. » En partant, je n'avais aucune idée si l'honnêteté m'avait coûté le poste. Mais pour la première fois, je préférais un avenir incertain bâti sur la vérité à une place au sein du mensonge de ma famille. L'entreprise de design a appelé 3 jours plus tard. Ils ne m'ont pas offert le poste de coordinatrice. Ils m'ont offert quelque chose de mieux, une bourse de projet rémunérée de 6 mois menant à un poste permanent d'opération de design avec un salaire presque 2 fois supérieur à ce que je gagnais au café. Le directeur du recrutement a dit que mon portfolio était solide, mais que ma documentation, ma gestion de crise et ma capacité à expliquer des décisions complexes m'avaient distingué. Tout ce que ma famille appelait faiblesse, ma prudence, ma tenue de registre, mon refus d'exagérer, était devenu la preuve d'une valeur professionnelle.
J'ai accepté, mais la victoire a duré moins d'1 heure. Ma sœur a publié en ligne que j'avais menacé nos parents pour un logement gratuit et que j'essayais de détruire l'entreprise de mon père parce que j'étais jalouse de notre cousin. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais les parents savaient exactement de qui elle parlait. Ma tante a commenté que certains enfants n'apprécient jamais les sacrifices. Mon cousin a écrit, « Imaginez avoir 25 ans et poursuivre vos parents en justice parce qu'ils vous demandent enfin de grandir. » Puis ma mère a partagé sa publication. Cette trahison a fait plus mal que le message d'expulsion. Il ne se contentait pas de le choisir en privé. Il fabriquait une histoire publique dans laquelle j'étais une fille privilégiée extorquant des parents travailleurs. Je voulais répondre à chaque commentaire, télécharger chaque reçu et réduire leur réputation en cendres. Exposeriez-vous votre famille immédiatement si vous aviez des preuves, ou attendriez-vous qu'ils ne puissent plus y échapper? Mon avocat m'a conseillé le silence jusqu'à ce que mon père réponde à la demande de recouvrement de la dette. Les disputes publiques pouvaient compliquer la réclamation financière, alors j'ai posté une seule phrase. Les documents financiers parleront en temps voulu. Mon cousin a supprimé son commentaire en moins de 20 minutes. Le lendemain matin, mon nouvel employeur a reçu un courriel anonyme affirmant que j'avais fabriqué des éléments de mon portfolio et que j'avais un historique instable de conflits sur le lieu de travail. L'expéditeur a joint des captures d'écran de la publication de ma sœur. La directrice du recrutement m'a appelé avant de faire des suppositions. Je lui ai montré les fichiers originaux, les messages familiaux et la correspondance juridique. Elle m'a cru, mais le sabotage a changé quelque chose en moi. Jusqu'alors, j'avais considéré l'expulsion comme cruelle, mais impulsive. Maintenant, je comprenais que ma famille nuirait à ma carrière pour préserver leur version de moi. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure couvrant la diffamation, le vol de portfolio, la destruction de biens et l'interférence avec l'emploi. Reniflement, mon père a répondu en m'ordonnant d'assister à un dîner de famille. Pas d'avocat, a-t-il écrit. Pas d'enregistrement. Nous réglons ça en famille. J'ai refusé. 20 minutes plus tard, il a offert $5 000 si je signais une déclaration confirmant que les 32 000 avaient été un don. Puis il a offert 10. Le soir, il en a offert 15 et a dit que je le forçais à choisir entre me rembourser et garder des employés sur sa liste de paie. C'était une autre manipulation. Les registres publics de l'entreprise montraient que sa société avait récemment acheté 2 véhicules. L'un était immatriculé au nom de mon cousin. J'ai répondu, le montant total, les intérêts et les dépenses documentées sont dus. Communiqué par l'intermédiaire de votre conseil. Ma mère a laissé un message vocal disant, ton père pourrait tout perdre. J'ai écouté 2 fois, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce qu'elle n'avait jamais dit une seule fois que j'aurais pu tout perdre quand ils m'ont donné 4 jours pour partir. La demande de refinancement a été bloquée une fois que mon avocat a formellement contesté leur description de mes paiements et a notifié le prêteur du prêt impayé. Mon père ne pouvait pas facilement emprunter sur une maison empêtrée dans une réclamation financière non résolue. Il m'en a blâmé. Mais la vérité était plus simple. Il avait essayé d'utiliser mon argent 2 fois. D'abord comme un prêt non remboursé, puis comme preuve de la générosité familiale. Mon cousin est devenu furieux parce que le blocage du refinancement retardait sa promotion et son accès au fond du projet. Il m'a envoyé un message vocal me traitant d'amer, de sans talent et de remplaçable. À la fin, il a dit, cette maison sera à moi un jour. Tu n'as jamais fait partie du plan. J'ai sauvegardé l'enregistrement. 2 jours plus tard, le service juridique de mon employeur a confirmé qu'il avait soumis des parties de mon travail protégées par le droit d'auteur lors de sa candidature infructueuse. Ils ont émis leur propre demande pour qu'il cesse de l'utiliser professionnellement. Il a appelé mon père a appelé ma mère, et ma mère m'a appelé en pleurant. Cette fois, j'ai répondu. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Viens dîner. Ton cousin a fait des erreurs, mais c'est la famille. J'ai demandé, étais-je de la famille quand tu as menacé de jeter mes affaires à la poubelle? Elle n'a rien dit. J'ai accepté de venir, non pas pour me réconcilier, mais parce que mon avocat avait reçu la réponse du prêteur cet après-midi-là. La demande contenait un document portant ma signature électronique. Je ne l'avais jamais signé. Quelqu'un dans cette maison avait commis un faux. La salle à manger était presque exactement comme lors de chaque célébration d'enfance. Table polie, assiettes assorties, les plus beaux plats de service de ma mère, et mon père assis en bout de table comme si l'autorité faisait partie des meubles.
Ma tante, mon oncle, ma sœur, mon cousin et 2 amis de la famille étaient présents. C'était délibéré. Mes parents voulaient des témoins pour ma reddition. Mon cousin était assis sur mon ancienne chaise. À côté de son assiette se trouvait une nouvelle clé pour le camion acheté par l'entreprise de mon père. Ma mère m'a accueilli avec un sourire crispé et a dit « Restons respectueux ». Sur le buffet, son téléphone enregistrait déjà. Il m'avait interdit d'enregistrer tout en préparant leurs propres preuves. J'ai pris le siège vide le plus proche de la porte. Mon père a commencé par un discours sur le sacrifice familial. Il a dit qu'il m'avait soutenu pendant 25 ans, m'avait permis d'expérimenter avec des emplois mal payés, et avait finalement pris la décision pratique de louer ma chambre inutilisée à quelqu'un qui contribuait à hauteur de 9 cents par mois. Il n'a jamais mentionné mes paiements d'impôts, la réparation de la plomberie, les virements pour l'hypothèque ou le prêt de 32 000 $. Puis il a annoncé que mon cousin avait été promu directeur des opérations de l'entreprise. Tout le monde a applaudi, sauf moi. Mon cousin a levé son verre et a dit « Certains d'entre nous créent des opportunités au lieu de les exiger ». J'ai demandé à mon père si la promotion avait eu lieu avant ou après la demande de refinancement. Son visage s'est crispé. Nous ne discutons pas des détails commerciaux. J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies de mes virements, l'accord de prêt signé, l'état financier contesté du prêteur et la page portant la signature électronique falsifiée. Ma mère a cessé de sourire. Mon cousin a fixé la page de la signature plus longtemps que quiconque. J'ai demandé, qui a signé en mon nom? Mon père a dit que le document n'était que préliminaire. J'ai répété la question. Ma sœur a marmonné, tu gâches le dîner. Je l'ai regardé et j'ai dit, quelqu'un a utilisé mon identité pour obtenir un prêt. Le dîner n'est pas l'urgence. Mon cousin s'est penché en arrière et a ri. Tu agis comme si le FBI allait débarquer. J'ai demandé pourquoi il avait supprimé des fichiers de l'ordinateur familial le matin après avoir reçu ma lettre de mise en demeure. Il est resté silencieux. Je n'avais pas su qu'il avait supprimé quoi que ce soit. Je testais sa réaction en me basant sur une notification de mon ancien compte de synchronisation en nuage. Son visage m'a donné la réponse. Mon père a frappé la table de sa main et a dit « Assez. Tu es jalouse parce qu'il fait quelque chose de sa vie. » J'ai parlé à tout le monde du portfolio de design volé. Mon cousin m'a traité de menteuse. J'ai montré l'avis de droit d'auteur de mon employeur. Ma tante a arrêté de manger. Mon oncle a demandé si l'entreprise était au courant. Mon père a refusé de regarder les documents. Au lieu de cela, il a ouvert son application bancaire et a transféré 900 $ à mon cousin devant moi. Voilà, a-t-il dit. Le premier mois de loyer remboursé parce que tes histoires ont retardé le déménagement. Nous prenons soin des gens qui nous respectent. Même après avoir appris que son neveu préféré avait volé mon travail et possiblement falsifié ma signature, mon père l'a récompensé. Ce moment m'a libéré de la dernière illusion que des preuves pourraient rendre mes parents justes. Ils ne mécomprenaient pas la vérité. Ils rejetaient toute vérité qui menaçait leur hiérarchie. Ma mère a finalement parlé. C'est ton cousin qui a signé le formulaire, mais ton père l'a approuvé. Il pensait que tu consentirais. La pièce a éclaté. Mon cousin a crié qu'elle était confuse. Mon père lui a dit de se taire. Ma sœur a commencé à pleurer parce que le refinancement était censé payer ses dettes de carte de crédit aussi. Voilà. Toute la famille s'était partagée de l'argent qu'elle n'avait pas encore, en utilisant mon identité pour le débloquer. J'ai demandé combien il prévoyait d'emprunter. 240 000 $. Mon père a dit que cela permettrait d'agrandir l'entreprise, de consolider les dettes, de rénover la maison et d'assurer l'avenir de tout le monde. Tout le monde, sauf moi. J'ai expliqué que le prêteur avait gelé la demande et renvoyé le problème de la signature à son service de fraude. Mon cousin s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Tu nous as dénoncés, a-t-il crié. J'ai contesté un document que je n'ai pas signé. Il m'a pointé du doigt et a dit à mon père de me faire retirer la plainte. Mon père m'a ordonné de signer une nouvelle déclaration avant de partir. Quand j'ai refusé, il a dit « Alors tu n'es plus notre fille. Ne reviens pas pour les vacances, les funérailles, rien. » Ma mère a couvert sa bouche mais ne l'a pas contesté. Ma sœur a chuchoté « Signe, c'est tout. Pourquoi dois-tu toujours tout compliquer ?» Je me suis levé,
J'ai rassemblé mon dossier et j'ai regardé autour de la table. Parce que vous avez bâti votre vie facile sur mon silence. Alors que j'atteignais la porte, mon cousin a crié que je regretterais de l'avoir humilié. Je me suis retourné et j'ai dit, tu devrais moins t'inquiéter de l'humiliation et plus du compte de l'entreprise se terminant par 4412. Son visage est devenu blême. Megan ne m'avait jamais donné de documents confidentiels du prêteur, mais mes propres relevés bancaires montraient des remboursements répétés d'un compte avec ces derniers chiffres. Mon père l'a regardé. Quel compte? Mon cousin a dit que ce n'était rien. Je suis parti avant qu'il ne puisse inventer une réponse. 10 minutes plus tard, mon père a appelé 17 fois. À minuit, ma mère a envoyé un message. Qu'a-t-il fait? Le compte de l'entreprise se terminant par 4412 m'avait transféré de l'argent chaque fois que mon père effectuait des paiements partiels de prêt pendant la première année. Reniflement après l'arrêt de ces paiements, j'ai supposé que le compte avait été fermé. En organisant les dossiers pour mon avocat, j'ai remarqué que le même numéro de compte apparaissait sur un remboursement récent que mon cousin m'avait accidentellement envoyé après avoir utilisé mon profil de fidélité du café pour une commande de traiteur. Il a annulé le paiement rapidement, mais la transaction est restée visible. Cela signifiait qu'il avait accès à un ancien compte de l'entreprise que mon père croyait inactif. Mon avocat m'a conseillé de ne pas enquêter au-delà de mes propres dossiers. J'ai donc donné l'information à mon père après le dîner. Il ne m'a pas remercié. Il m'a accusé d'avoir fabriqué des preuves. 24 heures plus tard, son comptable a découvert que le compte était resté actif pendant près de 2 ans. Mon cousin avait détourné des dépôts de clients, émis de faux paiements de fournisseurs et utilisé les fonds de l'entreprise pour les mensualités du camion, des voyages de luxe, des jeux d'argent en ligne et le remboursement de prêts personnels. Le montant dépassait 180 000 $. Il s'était promu avec de l'argent volé avant de recevoir le titre officiel. Pire encore, plusieurs faux fournisseurs étaient liés à une société écran enregistrée au nom de son ami. L'entreprise de mon père avait été assez rentable pour survivre, mais pas après que les impôts, les pénalités, les fournisseurs impayés et les fonds manquants aient été comptabilisés. Le refinancement n'avait pas été principalement destiné à l'expansion. Il était censé combler le trou avant que le comptable ne le trouve. Mon père savait que les comptes étaient incohérents, mais il a cru l'explication de son neveu selon laquelle les clients payaient en retard. Il a choisi d'hypothéquer la maison plutôt que de questionner son favori. Une fois que le prêteur a gelé la demande, le trou ne pouvait plus être caché. Les fournisseurs ont cessé d'accorder des crédits. 2 clients commerciaux ont suspendu leur projet. La paie des employés a été versée en retard. Le remboursement de la dette promis à ma sœur a disparu. La rénovation de la cuisine prévue par ma mère s'est évanouie. Et le cousin qui avait pris ma chambre a cessé de payer les 900 $ après un seul mois. Il a prétendu que l'entreprise lui devait plus qu'il ne devait à la famille. Lorsque mon père l'a confronté, il a emballé les meubles qu'il avait achetés, a pris le camion et est parti. Le camion a ensuite été retrouvé dans un parking d'aéroport. Mon cousin s'était envolé vers un autre État, mais les relevés de compte l'ont suivi. L'entreprise a déposé une plainte à la police. Mon employeur a coopéré séparément concernant le portfolio volé et les faux documents de candidature. Le prêteur a renvoyé la signature falsifiée pour enquête. Je n'ai pas orchestré sa chute. J'ai simplement cessé de le protéger des conséquences. Cette distinction était importante car ma famille a immédiatement tenté de me faire porter le fardeau. Ma mère a appelé et a dit, « Tu savais que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus plus tôt ?» Je lui ai rappelé que j'avais remis en question les transferts de l'entreprise des mois auparavant et que mon père m'avait dit que je ne comprenais rien aux affaires. Ma sœur a dit que je devrais retirer temporairement la réclamation de la dette pour que nos parents puissent refinancer et sauver l'entreprise. J'ai demandé si elle contribuerait avec ses économies. Elle a dit qu'elle n'en avait pas. Ma tante a suggéré que je rentre à la maison, que j'aide à organiser les comptes et que je pardonne le prêt jusqu'à ce que la crise passe. Chaque solution exigeait que je me sacrifie à nouveau. Personne n'a suggéré de vendre le camion de mon cousin, d'annuler l'appartement coûteux de ma sœur, de liquider le bateau de plaisance de mon père ou de demander aux parents qui avaient applaudi au dîner de contribuer. Ils voyaient mon indépendance comme un fonds d'urgence. Mon père est finalement arrivé sur mon lieu de travail sans prévenir. Il se tenait près du comptoir, les yeux rouges et mal rasés, exigeant que je lui parle. Mon manager lui a demandé de partir, mais j'ai accepté de le rencontrer dehors pendant ma pause.
Il a dit que ma mère n'avait pas dormi depuis des jours. La maison pourrait être perdue. L'entreprise pourrait fermer. 23 employés dépendaient de lui. Puis il a dit, tu as fait passer ton message. J'ai demandé quel message il pensait que je faisais passer. Que nous t'avons sous-estimé, a-t-il répondu. Même alors, il a présenté la responsabilité comme ma performance. Je lui ai dit que je ne retirerais pas la plainte pour fraude ni ne prétendrais que le prêt était un don. Cependant, j'ai offert une option structurée. Je suspendrai le recouvrement pendant 90 jours s'il signait un plan de remboursement garanti, engageait un comptable judiciaire indépendant, retirait tous les membres de la famille du contrôle financier. Vendait les actifs non essentiels de l'entreprise et cessait de faire des déclarations publiques à mon sujet. L'arrangement protégerait les employés légitimes sans secourir les personnes qui ont causé les dommages. Il a qualifié les termes d'humiliants. J'ai dit, non, être menacé de se retrouver à la rue par des gens qui utilisent votre argent est humiliant. Il m'a demandé si j'aimais le voir souffrir. Cette question m'est restée. Une partie plus sombre de moi avait imaginé la vengeance à plusieurs reprises. La maison vendue, l'enseigne de l'entreprise retirée, mon cousin arrêté, mes parents suppliant enfin. Mais voir mon père brisé ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme la confirmation que vénérer la mauvaise personne lui avait tout coûté. Je n'aime pas ça, ai-je dit, mais je ne suis plus disposé à souffrir pour que vous n'ayez pas à le faire. Il a signé l'accord. 2 jours plus tard, le comptable judiciaire a trouvé des irrégularités supplémentaires, y compris des paiements que ma sœur avait reçus pour un travail administratif qu'elle n'avait jamais effectué. Elle a été tenue de rembourser une partie de l'argent. Ma mère a vendu des bijoux pour couvrir les dépenses du ménage. Mon père a vendu le bateau et un véhicule de l'entreprise. La maison n'a pas été immédiatement perdue, mais une partie de celle-ci a été mise en gage comme garantie pour mon remboursement. La chambre qu'il m'avait prise pour gagner 9 cents par mois était maintenant vide. Personne ne voulait louer une chambre dans une maison remplie d'enquêtes, de disputes et d'avis de retard de paiement. Mon cousin est finalement revenu par l'intermédiaire d'un avocat et a nié le vol intentionnel, affirmant qu'il croyait avoir l'autorité d'utiliser les fonds. Les preuves disaient le contraire. Il a perdu le camion, le poste promis, sa réputation professionnelle et la protection qu'il avait prise pour une immunité permanente. Ma famille avait célébré trop tôt. Lui aussi. 6 mois après le message d'expulsion, je suis devenu spécialiste permanente des opérations de design. Mon projet de bourse a aidé à convertir un bâtiment municipal abandonné en espace de studio abordable pour les artistes locaux et les petites entreprises. Lors de la présentation finale, la directrice du recrutement a affiché les croquis originaux que mon cousin avait volés et m'a publiquement crédité comme la designer qui les avait développés. Pendant des années, mon travail avait été utilisé pour donner l'impression que d'autres personnes étaient compétentes. Ce jour-là, mon nom est apparu en dessous. Je ne travaillais plus à plein temps au café, mais je gardais un service le week-end chaque mois parce que cela me rappelait où ma vie avait changé. Pas quand ma famille s'est excusée. Pas quand mon cousin a été démasqué. Ma vie a changé le matin où j'ai terminé mon service. Au lieu de courir à la maison pour mendier une chambre qui n'aurait jamais dû être utilisée comme une arme. Les conséquences juridiques et financières ont continué. L'entreprise de mon père a survécu, mais seulement après avoir réduit sa taille, vendu des actifs et accepté la surveillance d'un directeur financier externe. Plusieurs employés sont restés. D'autres ont trouvé de nouveaux emplois. Mon père a dû se retirer du contrôle financier quotidien. Mon cousin a conclu un accord de remboursement lié aux fonds détournés pendant que les affaires de signature et d'entreprise suivaient leurs cours légaux respectifs. Ma sœur a déménagé dans un appartement plus petit et a pris un deuxième emploi après que l'entreprise a exigé le remboursement des salaires non documentés. Elle m'a blâmé pendant des mois avant d'admettre finalement dans un bref message qu'elle avait répété tout ce que nos parents disaient parce qu'elle craignait de devenir la prochaine cible. Je comprenais sa peur, mais la compréhension n'effaçait pas ses choix. J'ai accepté ses excuses sans restaurer un accès automatique à ma vie. Ma mère a demandé à me rencontrer au café. Elle est arrivée avec la boîte à couture de ma grand-mère, le seul objet qui avait disparu lors du déménagement supervisé. Elle a admis l'avoir caché parce qu'elle voulait une raison pour que je revienne. Je pensais qu'une fois que tu te serais calmé, nous pourrions arranger ça, a-t-elle dit. J'ai demandé ce qu'arranger signifiait pour elle. Elle a commencé à décrire les vacances, les dîners, finalement, l'oubli de tout l'incident. Ce n'était pas une réparation.
C'était un retour au silence. Je lui ai dit que le pardon n'était pas la même chose que de prétendre que rien ne s'était passé. Elle a pleuré et a dit qu'elle avait perdu son neveu, presque perdu la maison, et vu son mariage être consumé par les reproches. Puis elle a dit, nous avons été assez punis. J'ai regardé la boîte à couture entre nous. Les conséquences ne sont pas des punitions que j'ai infligées. Elles sont le coût des décisions que vous avez prises. Elle m'a demandé si je l'aimais toujours. Oui. L'amour n'a jamais été la question. La question était de savoir si l'amour exigeait que je me porte volontaire pour être maltraité. Je lui ai dit que nous pourrions nous parler une fois par mois, nous rencontrer dans des lieux publics et reconstruire la confiance lentement. Elle n'aurait pas accès à mes finances, à mon employeur, à mon appartement ou à mes décisions juridiques. Mon père devrait s'excuser sans me demander de réduire la dette. Ma sœur devrait cesser de parler de moi en ligne. Toute violation mettrait fin au contact. Ma mère a dit que les limites semblaient froides. J'ai répondu. Elles ne semblent froides qu'aux personnes qui étaient maintenues au chaud en les franchissant. Les excuses de mon père sont arrivées 3 semaines plus tard dans une lettre manuscrite. Il a admis qu'il avait utilisé ma fiabilité comme preuve que j'avais besoin de moins de soins. Il a dit que soutenir mon cousin le faisait se sentir puissant parce que mon cousin le louait alors que je posais des questions qui le faisaient se sentir inadéquat. Il a reconnu qu'il m'avait traité de parasite tout en me devant de l'argent. C'était la première excuse qu'il présentait sans ajouter de « mais ». Je ne me suis pas précipité chez lui. J'ai répondu que j'appréciais l'honnêteté et que j'envisagerais une rencontre après que les 6 premiers versements de remboursement auraient été effectués. La responsabilité avait besoin d'un calendrier, pas seulement d'émotions. Les versements sont arrivés à temps. Quand nous nous sommes finalement rencontrés, mon père avait l'air plus vieux. Il ne m'a pas demandé de sauver l'entreprise ou de pardonner à mon cousin. Il a simplement posé des questions sur mon travail. Je lui ai montré une photo du studio communautaire terminé. Il a dit, tu as construit quelque chose de bien à partir de tout ça. Je l'ai corrigé. J'ai construit quelque chose de bien malgré ça. Nous ne nous sommes pas étreints de façon dramatique. Nous avons bu un café pendant 40 minutes et sommes partis séparément. C'était suffisant. Les gens demandent parfois si je regrette d'avoir signalé la signature falsifiée ou d'avoir fait valoir le prêt. Ils demandent si les liens du sang devraient compter plus que l'argent. Mais il ne s'est jamais agi que d'argent. L'argent était le langage que ma famille utilisait pour mesurer la valeur. 900 $ rendaient mon cousin précieux. Des années de soutien non rémunéré me rendaient invisible. Au moment où j'ai exigé des registres, des limites et un remboursement, ils m'ont traité de cruel parce que l'équité menaçait un système conçu autour de mon obéissance. Pardonneriez-vous à des gens qui n'ont reconnu votre valeur qu'après en avoir perdu l'accès ? Ma réponse est que le pardon n'exige pas la restauration. Je me libère du besoin de les voir souffrir, mais je ne les ai pas libérés de leurs responsabilités. Mon cousin a perdu la vie qu'il avait bâtie sur du travail volé et de l'argent volé. Mes parents ont perdu le contrôle sur une fille qu'ils supposaient revenir toujours. Ma sœur a perdu le confort de se ranger du côté de la foule en prétendant qu'elle n'avait pas le choix. Et j'ai perdu la conviction qu'être nécessaire était la même chose qu'être aimé. Cette perte est devenue ma liberté. Je vis maintenant dans un lumineux appartement d'une chambre sans clé familiale en circulation. La boîte à couture de ma grand-mère est posée à côté de ma table à dessin. Le prêt de 32 000 $ est en cours de remboursement selon un échéancier garanti. Je ne vérifie plus mon téléphone avec crainte lorsqu'un message familial apparaît. Parfois, c'est ma mère qui demande si je suis disponible pour un café. Parfois, c'est mon père qui envoie une confirmation de paiement. Parfois, c'est le silence, et le silence ne ressemble plus à un rejet. Il ressemble à de l'espace. La dernière fois que je suis passé devant leur maison, les rideaux de mon ancienne chambre étaient ouverts. La pièce était vide, à l'exception d'une table pliante et de plusieurs boîtes de dossiers de l'entreprise. Mon cousin y avait duré 37 jours. Mes parents ont failli perdre leur maison en courant après 900 $ par mois d'un homme qui a pris 180 000 $ de leur entreprise. Ils croyaient que me retirer résoudrait leurs problèmes. Au lieu de cela, cela a retiré la personne qui empêchait discrètement ces problèmes de les atteindre. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai cessé d'être le mur qui se dressait entre eux et les conséquences qu'ils avaient créées. La nuit où ils m'ont mis à la porte, ils pensaient échanger un parasite contre un locataire rentable. Ils ont célébré avant de vérifier qui avait payé les impôts,
réparer la maison, financer l'entreprise, documenter la dette et conserver les preuves. C'est pourquoi mon message ne contenait que 5 mots. Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement que ma famille était trop arrogante pour comprendre, trop tôt pour célébrer. Merci de nous avoir rejoints jusqu'au moment final de l'histoire. Tout dans cette vidéo est complètement fictif et réalisé uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela vous rappelle que les personnes qui vous ont blessé ne vous donneront peut-être jamais la conclusion que vous souhaitiez, mais vous pouvez toujours créer votre propre conclusion en choisissant la paix, la distance et une vie qui ne tourne plus autour de leur choix.